Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez passé une excellente fin de semaine. Heureusement que les fins de semaine existent. Pendant ce temps-là, on peut faire des boîtes, on peut préparer notre déménagement, on peut réfléchir à la vie. Bonjour Cybèle Olivier. Bonjour Sophie. Alors toi, Cybèle, en fin de semaine, je sais pas ce que tu as fait, mais je sais ce que tu sens. Tes cheveux sentent le feu de camp. Non, j'ai-tu le droit de le dire en ondes ou ça te dérange? Ben non, mais écoute, elle a vous qu'elle pouvez se pas le sentir renifle. de toute Elle manière. a qu'elle se renifle. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'aime le camping. Donc, j'aime les feux, j'adore faire des feux. Tous les goûts sont dans la nature. Ben, je te dirais que sentir le feu des cheveux, c'est pas ce que je préfère, mais en même temps, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est que tu sens un petit peu le poulet barbecue, le poulet boucanier. Non, même pas aussi bon que ça. Non, non, mais en tout cas, tu sens très bon. Et donc, félicitations, on salue tous les gens qui ont fait du camping en fin de semaine. Il faisait froid. Oui, on était, oui, mais qu'est-ce que tu veux? On choisit les passions qu'on a. Moi, j'ai passé la fin de semaine à passer à travers le rapport. Ben là, évidemment, je l'ai laissé sur mon bureau. Le fameux rapport du Comité des sages sur l'identité de genre. Les conclusions, donc, ont été rendues publiques la semaine dernière. C'est un rapport qui était très attendu, je dirais, avec une brique et un fanal d'à peu près tout le monde dans la société, c'est-à-dire des groupes de femmes qui se disaient, est-ce qu'on va protéger les droits des femmes? Les groupes de protection de la communauté transgenre disaient, est-ce qu'on va protéger nos droits? Donc, et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui est content de ce rapport-là. On va en parler avec nos invités, Alexandra Houle, qui est présidente du Réseau féministe québécois. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Sophie. Et Rosselle-Aurore Bouchard, historienne et écrivaine. Bonjour, Madame Bouchard, comment allez-vous? Bonjour, moi ça va toujours bien. Oui, ça va toujours un peu, bien. Mais c'est une bronchite, ne vous en faites pas, c'est une bronchite de femme. Ah! J'adore votre sens de l'humour. Je trouve que ça donne le ton, Rosselle-Aurore, parce que il y a beaucoup de gens, des personnes transgenres et des personnes non-binaires qui étaient très fâchés que sur le comité de sages, ce soit tous des personnes que certaines personnes appellent cisgenres, donc il n'y a pas une représentativité. Vous, en tant que femme transgenre, est-ce que ça vous a choqué qu'il n'y ait pas de représentation? Ben moi, je vais peut-être vous surprendre là. Nous sommes dans une totale inconnue encore de notre société. Et je trouve que le gouvernement est un petit peu brouillon dans cette approche-là, parce que la transsexualité, c'est bien plus compliqué qu'on en parle. Puis dans ce rapport-là, il y a quelque chose qui me... J'ai pas lu le rapport. Je le lirai pas non plus. J'ai pas besoin des autres pour apprendre qui je suis, là. De toute façon, j'ai encore de la difficulté à tout comprendre ce que j'ai vécu dans ma vie par rapport à ça. Alors, je ne peux pas imaginer que 3 personnes qui font un rapport après 1 mois, 2 mois, 3 mois puissent en savoir tant sur la transidentité, alors qu'il n'y a même pas eu une personne d'une expérience transidentitaire. Je parle pas d'un jeune qui a les hormones au plafond à 20 ans, là. Je parle de quelqu'un qui a un vécu et qui sait où on s'enligne dans ça. J'aurais aimé qu'une personne... soit comme moi, peut-être que j'aurais dit non, mais une personne dans mon genre, une personne de genre Michel Blanc, qui est très intelligente, qui a un beau vécu, qui sait s'exprimer, puis qui est capable d'analyser sa situation à elle par rapport aux autres, je pense que ça manque, et c'est pour ça que ce rapport-là, il faut en faire. Écoutez, rien qu'une marche pour faire un autre rapport qui se tienne debout. Moi, ce que j'ai sauté haut, c'est quand j'ai vu qu'on donnait, je ne sais pas si c'est vrai, à 14 ans des hormones. C'est l'affaire de fou si le gouvernement fait ça. Je ne peux pas comprendre que des médecins puissent accepter de donner des hormones, même des bloqueurs. Moi, je suis contre ça à 14 ans. Écoutez, tu n'es pas encore formé. Le jeune qui va devant le médecin, là, je peux vous le dire, là, il manipule le médecin, ça c'est évident, qui va lui dire qu'il a le goût de suicide. Là, écoutez, là, j'en ai vu d'autres. Là. Des transsexuels, il y en est venu chez moi des dizaines. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de vouloir en rencontrer parce que ils disent toutes la même chose. Oui, il y en a qui sont en détresse solide et il faut venir en aide à ces gens-là, de vraie détresse où ces gens-là peuvent aller vraiment au suicide, peuvent encore faire de la violence envers autrui. Ça, ils le peuvent, tout dépend du caractère. Puis je vais vous renseigner de quelque chose que vous ne savez pas, puis que la commission ne sait pas. C'est que moi, je ai pris des hormones depuis 21 ans. Il y a 2 ans, j'ai été obligé d'arrêter. Savez-vous pourquoi? Parce que le bras gauche, durant la nuit, bougeait plus.
Hey, je suis une personne en forme, je suis un athlète, là. Je Ouais. fume pas, j'ai jamais pris de drogue et ainsi de suite. Et à un moment donné, je me suis aperçu que j'avais mal aux jambes. Les jambes me levaient plus. J'étais plus capable d'aller me coucher. Et C'est là, intéressant. j'ai Donc, compris ça que veut je m'en dire, allais vers une phlébite. ouais, ça J'ai veut dire compris que je que, pouvais avoir un ACV. ouais. La C'est une prise affaire de fou. d'hormones, Faut la prendre prise attention à d'hormones ça. peut mener en effet à des problèmes de santé. Donc, Russell Aurore, je veux aussi parler à Alexandra Houle. Donc, vous, le rapport, vous l'avez lu. Vous m'avez envoyé quelques notes qui sont la position officielle du réseau féministe québécois. Vous l'aimez pas beaucoup, ce rapport-là. Et je rappelle qu'il a coûté quand même Ben, 350 je 000 l'ai pas, Non, mais je parle à je l'ai pas lu, Alexandra. là. Oui, Alexandra. Alexandra. Oui. Oui, moi je l'ai lu. On est plusieurs à l'avoir lu. Et écoute, c'est 800 000 en fait qui a été investi Oui, là, mais je dans le parle en projet salaire. Oui. en salaire, c'est ça. C'est énorme. Je vais vous lire une phrase, c'est ce qui résume à mon avis le mieux le rapport là. C'est écrit dans la conclusion. Nous avons choisi de prioriser les personnes avant les idées. OK. Oui, il faut rappeler que le mandat de ce comité-là, c'était d'évaluer les politiques qui ont été votées dans les dernières années par rapport aux droits des personnes trans. Autant on parle de toutes les procédures dans les écoles, au niveau de la santé, la médecine, c'était supposé être un travail d'évaluation de la situation au Québec, de ce qui se fait ailleurs, puis d'amener des recommandations. Mhm. Là, on a un rapport de suggestions molles, si je peux me permettre de les nommer comme ça, qui, très honnêtement, personne n'est gagnant. Les femmes sont pas gagnantes, les parents d'enfants trans sont pas gagnants, les personnes trans ne le sont pas non plus, à mon avis, parce que nous, on s'attendait vraiment à quelque chose qui était solide, avec des analyses vraiment solides, avec des faits. Puis là, ce qu'on voit, c'est que le comité a l'air d'avoir bu le Kool-Aid un peu des groupes militants, puis sont allés dans leur sens. Ils ont écouté les groupes qui étaient pas d'accord, mais il y a vraiment un biais dans le rapport. Dans le 215 pages, j'ai de la misère à croire qu'on en soit à ce résultat-là, qui en fait n'aide personne. On n'avance nulle part. Ni pour les femmes, ni pour les enfants, ni pour les homosexuels, ni pour les personnes trans. Là. On est vraiment... pour moi, c'est de l'argent qu'on a jeté aux fenêtres. Là. Oui, Vraiment. Russell Aurore Mais Bouchard, comment vous réagissez à ce que dit là, Alexandra? moi, comment je réagis, c'est qu'ils savent même pas ce qui se passe dans la tête d'une trans. Je vais Hmm. vous dire, moi, tantôt, j'avais commencé à vous dire que j'ai été 21 ans, depuis 21 ans que j'ai pris des hormones. J'en ai pris pendant 19 ans. J'avais un caractère avant de prendre mes hormones. J'avais une personnalité avant de prendre mes hormones. J'avais une biologie d'homme avant de prendre mes hormones. Et j'avais une intelligence aussi avant de prendre mes hormones et des pulsions avant de prendre mes hormones. Hmm. Il n'y a rien de tout ça de changé, là. Après 19 ans d'hormonothérapie, là. Alors, quand on prend un bonhomme qui a déjà été jugé coupable d'avoir agressé une femme et qui, pendant qu'il est en prison, fait une transformation de sexe et qu'on s'en va le mettre dans une prison pour femmes, là, ben, on est en train de mettre les femmes en danger parce qu'il n'a pas changé ses pulsions. Ça, vous Oui. pouvez être certain qu'il n'a pas changé ses pulsions. Il a exactement ce qu'il avait dans la tête. S'il y avait des dents carriées, il va avoir encore des dents carriées. Très intéressant ce que vous Oui. dites, Russell Aurore, parce que Alexandra, c'est un des points de contention sur lesquels vous aimez pas le rapport. C'est que, par exemple, sur la présence de personnes transgenres dans les prisons pour femmes, ben, le rapport est mou, puis il dit, en fait, il faudrait surtout pas qu'on refuse à trop de monde d'aller dans des prisons pour femmes. C'est incroyable! C'est incroyable, ça va même plus loin que ça. On se fie à 100% à l'auto-identification. On prend la peine de recommander qu'il faut surtout pas trop en refuser malgré tous les facteurs de dangerosité. Puis il y a une espèce de chose que j'ai trouvé assez surréelle. C'est une espèce, il compare pour évaluer, Oui. parce qu'il demande d'évaluer la sincérité de la personne. Ouais. Là, on parle de criminels, OK? Puis on en a parlé, je crois, la semaine dernière, là, du portrait type de la majorité de ceux qui étaient transférés. C'est des tueurs, c'est des meurtriers, des nécrophiles. Écoute, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui ont des portraits vraiment particuliers. Et là, on demande le degré de sincérité pour l'évaluer. Et pour être capable d'évaluer, on se réfère à la charte, à la façon qu'on peut évaluer les croyances religieuses des gens, la sincérité d'une croyance religieuse. Si
pour moi, c'est totalement aberrant. Ben oui, ben pour moi aussi. Ce n'est pas une croyance, je crois, là, ce que les personnes trans, ben comme Madame Bouchard vit, tu sais, c'est pas... c'est pas une idéologie, là, c'est une réalité ou pas. Non, mais c'est ça, c'est qu'on dit, c'est-à-dire qu'on le sait que pour avoir un accommodement religieux, on dit à la personne, est-ce que tu es vraiment sincèrement, tu sais, je veux dire, est-ce que tu es sincèrement bouddhiste, sincèrement catholique, sincèrement ci, puis ça, c'est un ressenti. Mais là, on dit, tu vas aller dans une prison pour femmes, t'as juste à nous dire, tu te sens vraiment, réellement, sincèrement comme une femme. Puis comme vous le dites, Alexandra, on parle de gens qui sont des criminels, donc quelle est la foi de leur sincérité, quelle est la profondeur? Alors, il y a une chose sur laquelle je vais vous entendre tous les deux, c'est que, évidemment, Alexandra, ça vous touche de plein fouet, c'est la question la façon de l'attitude qu'on a par rapport aux jeunes qui voudraient faire une transition de genre, les parents qui posent des questions, les parents qui ont des réticences, le rapport semble dire que ce sont des gens conservateurs, ignorants, puis même un petit peu genre intolérants, ce monde-là. Comment se fait qu'ils posent des questions sur les transitions de genre de leur enfant? C'est un peu bizarre comme attitude. Si vous me permettez. Ah oui, allez. Moi, je m'excuse, madame. Si vous me permettez, moi, j'ai pris une attitude avec mon épouse et ma famille. C'est que je leur ai dit, écoutez, là, il faut comprendre que personne ne va à la même vitesse. Il y a des gens qui avanceront jamais, il y a des gens qui sont déjà très loin, puis il y a des gens qui avancent à un rythme régulier. Alors moi, j'ai été attaqué 6-7 fois. Je sais c'est quoi, là? Une femme qui se fait poursuivre par un maniaque, qui te fait des téléphones, puis j'ai connu ça, là. Mm-hmm. Je sais c'est quoi se faire attaquer physiquement par un gars de 28 ans qui veut te tuer, puis qui te crie qu'il va te tuer, ma tabarnak. Puis que tu le traînes en cours, puis tu sais que c'est toi qui vas être jugé. Non, j'ai passé des belles étapes. C'est une expérience formidable de ma vie, là. Après ça, on évolue, chaque individu évolue. Moi, ce que je percevais, tout le brouhaha, là, tout le capharnaüm que j'ai vécu quand j'ai commencé ma transition, là, ça s'est calmé, mais ça a pris des années. Il faut avoir une tête pour être capable de passer à travers la transition. Est-ce que c'est bien évalué? Est-ce qu'on a évalué la pseudo-transidentité comme on le fait chez les hermaphrodites? On a les vrais hermaphrodites, les pseudo... Les intersexes. On ne fait pas ça chez la transidentité? Mais oui, donc Alexandra, dans le rapport, on porte quand même des jugements assez particuliers sur les parents qui sont réticents ou qui posent des questions, qui remettent en question la transidentité justement de leurs jeunes. Oui, ben en fait, ce qui est la façon qu'on dépeint les parents qui se posent des questions, puis là, on parle pas même pas de parents qui jugent, là, on parle de parents qui posent des questions aux professionnels de la santé ou aux parents qui apprennent que leur enfant a changé d'identité de genre puis qu'ils sont les derniers de l'école à avoir été mis au courant. Je veux dire, le rapport de la façon qui est faite, c'est que si les parents adhèrent pas au protocole que l'école peut avoir mis en place pour la transition sociale de leur enfant, ben il y a la possibilité qu'on appelle la DPJ. Tu sais, c'est quand même pas... c'est pas anodin, c'est pas rien. Puis j'ai la misère à voir comment on peut vraiment parler de comment les parents peuvent vraiment exprimer leurs besoins, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi. Tu sais, moi, dans ma tête, les parents, c'est l'expert numéro 1 de leurs propres enfants, là. Tu sais, je veux dire, ils les connaissent depuis qu'ils sont nés et c'est normal de poser des questions. Tu sais, si ton enfant a des antécédents d'automutilation ou qu'il est autiste ou qu'il a des antécédents de santé mentale avant de commencer sa transition, le parent a le droit de se poser des questions puis de faire, écoute, mon enfant est anorexique, ça. Êtes-vous vraiment certain que c'est ça? Et de ne pas se faire dire qu'il est transphobe ou que la DPJ débarque chez vous, là, tu sais. Oui, tout à fait. D'autant plus, Alexandra, on se rappellera tous cet excellent reportage de Radio-Canada Trans-Express de Pascale Turbide où elle avait donné un micro caché à une jeune qui est allée dans une clinique et ça lui a pris 15 minutes. Au bout de 15 minutes, elle est ressortie avec des hormones et la possibilité d'avoir des bloqueurs de puberté. Donc, c'est normalement à ce genre de questions-là qu'on aurait espéré que le
rapport apporte des questions, mais après 215 pages, on cherche encore des réponses claires à ces questions-là. Je vous remercie tous les deux d'avoir réfléchi avec nous aujourd'hui. Merci de votre témoignage, Russell Aurore Bouchard. Vous êtes historienne et écrivaine. Alexandre Raoul, présidente du Réseau féministe québécois. Merci beaucoup à vous deux. Et 850 000 $ plus tard, on n'est pas vraiment plus avancé. C'est quand même assez particulier, le modèle québécois.